Alors voilà, moi, Hugo, 31 ans, je suis marié à ma femme, Camille, 29 ans, depuis 5 ans maintenant. Nous nous sommes rencontrés au festival Rock en Seine, où je faisais semblant de connaître tous les groupes d'indie rock obscurs, tandis qu'elle faisait semblant de ne pas remarquer mon petit ventre de trentenaire. D'une manière ou d'une autre, cette magnifique directrice marketing aux cheveux parfaits, travaillant dans un bureau de prestige à la Défense, a décidé que ma collection de t-shirts de geek et ma capacité à cuisiner des pâtes al dente étaient des qualités de mari idéal. Notre relation a été solide durant les premières années. Nous avions un bon équilibre. J'ai toujours été du genre créatif et plutôt doué en cuisine. Je m'occupais donc de la majeure partie des repas et des tâches ménagères. Pas parce que j'étais une lavette, mais parce que j'aimais vraiment ça et que je travaillais de toute façon à domicile la moitié du temps. Je suis ce genre de gars qui reçoit des recommandations YouTube pour des techniques de cuisson ultra précises et qui les teste vraiment. Ma côte de bœuf maturée au barbecue est légendaire parmi nos amis, je dis ça comme ça. Pendant ce temps, elle cartonnait dans son job de marketing, ramenant un salaire plus conséquent que mes contrats de graphiste indépendant. Elle avait les réseaux en entreprise qui m'aidaient occasionnellement à décrocher de super missions en freelance aussi. J'avais la flexibilité, elle avait la stabilité. J'apportais la créativité, elle apportait la structure. Nous nous complétions bien. Nous partagions les décisions de manière assez égale également, les gros achats, les vacances, ce genre de choses était toujours un effort d'équipe. J'organisais la plupart de nos sorties parce que je suis spontané comme ça, et elle appréciait de ne pas avoir à prendre plus de décisions après une journée entière de réunions corporatives. Le week-end, on changeait les rôles. Elle cuisinait les recettes secrètes de sa grand-mère pendant que je m'occupais du petit jardin. Tout semblait équilibré, vous voyez, comme si chacun apportait quelque chose de précieux à l'édifice. Nous avions une vie intime correcte aussi, rien qui ne ferait la une des sites pour adultes, mais régulière et mutuellement satisfaisante. Je m'assurais toujours qu'elle soit comblée en priorité, si vous voyez ce que je veux dire. Sans vouloir me vanter, je pensais que nous maîtrisions parfaitement la partie connexion physique. Mais quelque chose a commencé à changer il y a environ un an. Des petites choses au début auxquelles je n'ai pas vraiment prêté attention. Elle s'énervait si je prévoyais quelque chose sans lui en parler d'abord. Elle faisait de petits commentaires sur mes amis qu'elle jugeait immatures ou sur mes loisirs qui étaient selon elle une perte de temps. J'ai simplement laissé couler, pensant que le travail la stressait ou quelque chose du genre. Puis, mardi dernier, tout a basculé. J'étais d'humeur câline après que nous soyons tous les deux rentrés du boulot. Je me suis penché pour lui embrasser la joue alors qu'elle consultait ses mails sur le canapé. Elle m'a immédiatement repoussé. Ce n'est pas un drame, on n'est pas toujours d'humeur. Mais ensuite, elle m'a lancé ce regard glacial et a dit une phrase que je n'oublierai jamais, l'intimité est exclue tant que tu ne m'obéis pas. J'ai littéralement éclaté de rire. Qui dit un truc pareil? Ça devait être une blague. T'obéir? C'est quoi ça? Un truc de jeu de rôle, ai-je demandé, pensant toujours qu'elle plaisantait. Son visage était totalement sérieux, pas même l'ombre d'un sourire. Je suis tout à fait sérieuse. J'ai réfléchi à la dynamique de notre relation et j'ai besoin que tu commences à respecter mes limites et mon autorité. J'étais tellement confus. Je ne savais même pas quoi répondre. De quoi tu parles? Quelle limite ai-je franchie? C'est laquelle me lâche le morceau, tu as accepté l'invitation de ton pote de fac pour un dîner sans m'en parler d'abord. Pour le contexte, mon meilleur ami depuis la première année de fac m'avait envoyé un SMS pour un dîner jeudi soir. Notre bande se retrouve tous les quelques mois pour manger un morceau, prendre des nouvelles, parler de notre ligue de foot MPG et se plaindre du boulot. J'avais mentionné le plan à ma femme plus tôt dans la journée. Je ne pensais pas que cela nécessitait une consultation formelle ou quoi que ce soit. Tu es sérieuse là, ai-je demandé. C'est juste un resto avec les gars, les mêmes amis que j'ai depuis plus de 10 ans. Elle a croisé les bras et s'est appuyée contre le cadre de la porte comme si elle posait pour une séance photo dramatique. Ce n'est pas une question de dîner. C'est une question de respecter mon avis dans les décisions qui nous affectent tous les deux. En quoi le fait que je prenne une bière et une planche avec les potes pendant 2 heures un jeudi nous affecte tous les deux, ai-je demandé, sincèrement perplexe. Notre temps ensemble est limité avec nos emplois du temps respectifs. Quand tu prends des décisions unilatérales sur ta disponibilité, tu amputes notre temps de qualité, a-t-elle expliqué comme si elle parlait à un enfant incapable de saisir un concept simple. C'est là que j'ai eu le déclic.
Ce n'était pas la première fois qu'elle s'irritait parce que je faisais mes propres trucs, mais c'était définitivement la première fois qu'elle utilisait carrément l'intimité comme une arme de contrôle. Donc, tu me prives d'affection pour me contrôler, ai-je demandé, essayant de garder une voix stable. Je préfère appeler cela fixer des limites, a-t-elle répondu avec un petit haussement d'épaule qui m'a donné des frissons de dégoût. Quand tu commenceras à me consulter avant de faire des projets, nous pourrons reprendre des relations maritales normales. La façon dont elle l'a dit, si décontractée, comme si elle discutait de la météo, m'a glacé le sang. Toutes ces petites choses que j'avais ignorées ont commencé à me revenir en mémoire, comment elle devenait silencieuse et déçue quand je voulais voir mes parents au lieu de rester avec elle, ses commentaires passifs-agressifs quand je faisais un foot le samedi avec mes potes. La façon dont elle m'avait progressivement coupé de certains amis qu'elle qualifiait de « mauvaise influence », en gros, n'importe qui m'encourageant à avoir une vie en dehors d'elle. Je pense que ce qui m'a le plus terrifié, c'est de réaliser que ce n'était pas nouveau. En regardant en arrière, je voyais qu'elle m'avait conditionné pendant des années à toujours prioriser son approbation avant tout le reste. Elle ne l'avait simplement jamais formulé de manière aussi explicite auparavant. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé. J'ai choisi de dormir là parce que je ne supportais pas l'idée de m'allonger à côté de quelqu'un qui pensait que l'amour était une sorte de transaction, comme si je devais gagner mon droit à l'affection physique en étant sa parfaite petite marionnette. Alors que j'étais là, essayant de m'endormir, j'ai commencé à voir toute notre relation sous un jour différent, comment elle se déconnectait émotionnellement dès que je ne faisais pas exactement ce qu'elle voulait. Le traitement par le silence qui durait des jours jusqu'à ce que je m'excuse pour des trucs qui n'étaient même pas de ma faute, la façon dont elle critiquait mes vêtements, mes amis, mes loisirs, fondamentalement tout ce qui n'était pas centré sur elle. J'avais toujours pensé que nous avions un bon mariage, que j'avais de la chance de l'avoir. Maintenant, je me demandais si j'avais porté des œillères tout ce temps. Le pire, c'est que je n'avais aucune idée de quoi faire ensuite. Cette nuit-là, j'ai fait les 100 pas dans mon bureau pendant au moins 2 heures, essayant de donner un sens à tout ça. Mon cerveau donnait l'impression d'être en court-circuit. Une minute, je défilais avec rage à travers nos vieilles photos, cherchant des signes que j'aurais ratés. La suivante, je me demandais si c'était moi le fou qui en faisait toute une histoire. Peut-être que tous les mariages connaissaient ces luttes de pouvoir? Peut-être que j'étais juste trop dramatique? Mais ensuite, je me souvenais de ce regard froid dans ses yeux quand elle a dit « Obéis-moi », et mon estomac se nouait à nouveau. J'ai dû rédiger et effacer une vingtaine de SMS pour mes potes cette nuit-là, mais je ne pouvais même pas mettre de mots sur ce qui se passait. Comment dire à tes amis, il s'avère que ma femme me voit comme un animal de compagnie dressé? Je me sentais complètement perdu dans ma propre vie. Une chose était certaine, cependant, quelque chose avait changé en moi. Cet ultimatum ne m'a pas fait me soumettre comme elle l'espérait probablement. Au lieu de cela, il a réveillé quelque chose que j'avais enfoui depuis trop longtemps, mon respect de moi-même. Je me suis endormi sur ce canapé inconfortable avec une pensée qui tournait en boucle, on ne peut pousser quelqu'un qu'un certain temps avant qu'il ne s'arrête de reculer et ne commence à contre-attaquer. Le lendemain matin était étrange. Nous avons suivi notre routine normale, café, petit déjeuner, un rapide baiser d'au revoir, mais ma tête bouillonnait de questions. J'ai tenté une approche plus diplomate. Je l'ai trouvé dans la cuisine en train de préparer le café et j'ai décidé de tendre une branche d'olivier. Et, à propos d'hier soir, peut-être qu'on devrait discuter de ce qui se passe vraiment. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas au boulot? Ou est-ce que j'ai fait autre chose sans m'en rendre compte, ai-je demandé, en essayant de garder un ton neutre. Elle a à peine levé les yeux de son téléphone. Si tu ne peux pas comprendre pourquoi faire des projets sans me consulter est irrespectueux, alors nous avons des problèmes plus graves que je ne le pensais. Je t'ai mentionné ce dîner plus tôt dans la journée, lui ai-je rappelé. Mais ce n'est même pas la question. Toute cette histoire d'obéissance semble extrême pour quelque chose d'aussi futile. C'est ce que j'essaie de comprendre. Elle a posé sa tasse de café avec un peu trop de force. Ce n'est jamais juste une petite chose avec toi. C'est un schéma de mépris. Tu agis comme si mon avis n'avait aucune importance. Quand t'ai-je déjà fait ressentir ça? Sérieusement, donne-moi des exemples. J'étais sincèrement confus. Le mois dernier, tu as commandé cette nouvelle chaise de bureau sans me demander d'abord. C'était pour mon bureau, avec mon argent provenant d'un projet de freelance. Notre maison, notre argent, a-t-elle corrigé avec cette voix de maîtresse d'école s'adressant à un enfant. Et la semaine dernière,
tu es resté à jouer aux jeux vidéo jusqu'à 2 heures du matin alors que tu savais que je voulais qu'on regarde cette série ensemble. Je t'ai demandé si tu voulais la regarder et tu as dit que tu étais fatigué. Elle a croisé les bras. J'attendais que tu insistes pour montrer que passer du temps avec moi était une priorité. Je l'ai fixé, complètement sidéré. Comment suis-je censé le savoir si tu dis littéralement le contraire? Un bon mari le saurait, a-t-elle répondu en attrapant son sac à main. Je vais être en retard au travail. Nous continuerons cette conversation quand tu seras prêt à vraiment écouter. Et elle est partie, juste comme ça. Je suis resté planté dans notre cuisine avec l'impression d'avoir échoué à un test dont je n'ignorais même l'existence. Comment n'avais-je pas vu ça avant? Quelle part de moi-même avais-je déjà abandonné? Et est-ce que je voulais seulement encore sauver ce mariage? J'ai appelé mon pote pour annuler ce fameux dîner. Pas parce que je cédais à ma femme, pas du tout, mais parce que j'avais besoin d'espace pour réfléchir. Quand je lui ai dit que je n'y allais pas, elle m'a lancé ce petit sourire suffisant qui m'a donné envie de vomir. Tu vois, ce n'était pas si difficile, a-t-elle dit en passant sa main sur mon épaule comme si j'étais un bon toutou. Quand tu prends mes sentiments en compte, tout se passe mieux pour nous deux. J'ai juste hoché la tête, faisant déjà des plans dans ma tête. Si elle voulait jouer à des jeux avec notre mariage, elle allait apprendre que je n'étais pas le paillasson qu'elle imaginait. Pendant les jours suivants, j'ai joué le jeu, l'observant comme si je la voyais pour la première fois. C'était comme mettre enfin des lunettes après avoir louché pendant des années. Soudain, tous ces schémas que j'avais ratés étaient d'une clarté cristalline. Au dîner ce soir-là, j'ai mentionné nonchalamment un projet de design qui pourrait nécessiter des heures de travail le week-end. Sa réaction fut instantanée. « Tu ne peux pas sérieusement envisager ça », a-t-elle dit, posant sa fourchette comme si j'avais suggéré de vendre nos reins. Nous passons toujours nos week-ends ensemble. C'est notre moment à nous. L'argent supplémentaire aiderait pour notre cagnotte de vacances, ai-je fait remarquer, observant attentivement son visage. L'argent ne fait pas tout, a-t-elle dit, passant à cette voix douce et faussement mielleuse que je reconnaissais maintenant comme de la pure manipulation. À quoi servent des vacances si nous sommes trop déconnectés pour en profiter? Avant que je n'ouvre les yeux sur ces manèges, j'aurais immédiatement fait marche arrière, m'excusant d'avoir même pensé à perturber sa précieuse routine. Au lieu de cela, j'ai juste hoché la tête et changé de sujet, notant mentalement avec quelle habileté elle transformait une opportunité de carrière en une trahison de notre relation. Ce week-end-là, j'ai fait mon premier coup d'éclat. Je me suis inscrit dans une salle de sport. Pas n'importe laquelle, mais ce club de CrossFit un peu rude que tenait un de mes anciens potes de fac. J'avais toujours été en forme correcte, mais j'ai décidé que si je devais me reconstruire, autant commencer par le physique. Quand j'ai dit à ma femme que je sortais samedi matin pour un entraînement, elle a eu l'air confuse. « Depuis quand tu vas à la salle ?» a-t-elle demandé. « Depuis aujourd'hui », ai-je répondu en attrapant ma gourde. J'ai pensé que ça me ferait du bien. On fait d'habitude un brunch le samedi, m'a-t-elle rappelé comme si j'avais pu oublier toute notre routine. On peut faire le brunch demain, ai-je dit avec un haussement d'épaule. Je ferai ces crêpes que tu aimes tant. Avant qu'elle ne puisse argumenter, j'étais déjà à la porte. Ce premier entraînement m'a achevé, mais bon sang, ça faisait du bien de faire quelque chose juste pour moi. J'ai commencé à aller à la salle un jour sur 2. Mon pote m'a préparé un programme d'entraînement et un plan nutritionnel. Pendant ce temps, j'ai repris contact avec mon meilleur ami et je lui ai expliqué ce qui se passait à la maison. « Mec, je commençais à croire que tu avais disparu de la surface de la Terre, » a-t-il dit, sincèrement inquiet. « Tout va bien ? » Je ne suis pas sûr, ai-je admis. Les choses à la maison sont compliquées. Elle a fini par montrer son vrai visage. Il a haussé un sourcil comme s'il attendait que je dise ça depuis longtemps. Ouais, mec. Je me doutais bien que quelque chose clochait. On le voyait tous depuis un moment. Comment ça, ai-je demandé, déstabilisé. Il a commencé à énumérer des choses que j'avais soit ignorées, soit justifiées par des excuses, comme la fois où elle avait fait une scène à son mariage juste parce que l'attention n'était pas sur elle. Ou cette fois où elle avait opportunément eu une intoxication alimentaire juste avant notre week-end camping entre gars, pour se rétablir miraculeusement dès que j'avais dit que je restais à la maison avec elle. Mec, c'était évident pour tout le monde sauf pour toi, a-t-il dit. Ne le prends pas mal, je suis juste honnête. Entendre tout cela exposé par quelqu'un d'extérieur à la situation a été un choc.
C'était comme si un interrupteur s'était déclenché dans mon cerveau. Je devais vérifier s'il avait raison. Le lendemain, j'ai décidé de tâter le terrain. Je lui ai dit, je ne lui ai pas demandé, je lui ai dit que je déjeunais avec mon ami le lendemain. Elle a piqué une crise monumentale. Alors c'est comme ça que tu réponds à mes inquiétudes? En me défiant délibérément? Je ne te défie pas, ai-je dit, gardant mon sang-froid. Je vois un ami. C'est un comportement humain normal. Les gens normaux consultent leur conjoint avant de faire des projets, a-t-elle hurlé. Consulter ou demander la permission, ai-je rétorqué. Parce que ce sont deux choses très différentes. Ses yeux se sont rétrécis dangereusement. Si tu sors de cette maison demain, n'attends rien de moi pendant très longtemps. Sache que l'accès à la chambre sera refusé jusqu'à nouvel ordre. C'était encore là, la menace utilisant l'intimité comme outil de contrôle. Mais cette fois, au lieu de la peur, je me suis senti étrangement libre. Son pouvoir sur moi n'existait que parce que j'accordais plus d'importance au plaisir physique qu'à ma propre liberté. Que se passerait-il si je changeais cette équation? Je peux vivre avec cette conséquence, ai-je dit, nous choquant tous les deux par le calme de ma voix. Pendant une fraction de seconde, la panique a traversé son visage. La première émotion réelle que je voyais chez elle depuis des jours. Elle s'est reprise rapidement, son expression se durcissant. On verra combien de temps tu tiens avant de revenir en rampant, a-t-elle dit en se détournant. Tu finis toujours par le faire. Cette nuit-là, j'ai fait défiler de vieilles photos de nos débuts. Y avait-il eu des signes avant-coureurs dès le premier jour? Avais-je ignoré les drapeaux rouges parce qu'elle était magnifique et qu'elle me faisait me sentir spécial quand je faisais exactement ce qu'elle voulait? La vérité m'a frappé de plein fouet, toute notre relation était bâtie sur une dynamique de pouvoir inégal que j'avais simplement acceptée. Mais maintenant que je pouvais la voir, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ce schéma devait prendre fin. D'une manière ou d'une autre, le déjeuner avec mon pote m'a fait l'effet d'une bouffée d'air frais après des années dans une cave. Pendant 2 heures entières, j'ai parlé sans calculer chaque mot, sans omission stratégique pour éviter sa désapprobation, juste une vraie conversation. Tu as l'air différent, a-t-il dit alors que nous finissions de manger. Plus comme l'ancien toi. Je commence à me rappeler qui était ce gars-là, ai-je admis. Quand je suis rentré, elle m'attendait, raide, avec une rage à peine contenue. Je me suis préparé pour la dispute, mais au lieu d'entrer dans son jeu, j'ai juste souri et je suis passé devant elle pour aller dans mon bureau. C'est tout, a-t-elle crié derrière moi. Rien à dire pour ta défense? Je me suis retourné, gardant un visage neutre. J'ai déjeuné avec un ami. C'était sympa. Il n'y a rien de plus à discuter. Sa bouche s'est ouverte et refermée comme celle d'un poisson. J'étais sorti du script. Elle avait besoin que je m'excuse ou que je me batte. L'un ou l'autre lui aurait confirmé qu'elle contrôlait encore mes émotions. Au cours des jours suivants, j'ai commencé ce que j'appelais en privé ma stratégie de résistance silencieuse. Au lieu de la défier directement, j'ai simplement repris discrètement des morceaux de mon indépendance sans en faire tout un plat. Et avec un peu de discipline, j'ai complètement transformé ma vie. J'allais à la salle 5 jours par semaine maintenant et je commençais à voir de vrais résultats. Mon pote m'avait mis au régime hyperprotéiné et à un programme de musculation. J'avais perdu 7 kilos de gras et je gagnais du muscle. J'ai commencé à mieux m'habiller aussi, j'ai laissé tomber les jeans larges et les t-shirts graphiques pour des vêtements mieux coupés. Au travail, j'ai commencé à réseauter de manière plus agressive, me portant volontaire pour des projets prestigieux au lieu de simplement accepter ce qu'on me donnait. J'ai mis à jour mon portfolio et mon profil LinkedIn. Je préparais le terrain, même si ma femme ne s'en rendait pas encore compte. J'ai aussi rouvert mon compte bancaire personnel que j'avais avant notre mariage, non pas pour cacher de l'argent, mais pour me créer une marge de manœuvre financière après avoir vu à quel point elle s'énervait dès que j'achetais quoi que ce soit sans consulter Sa Majesté d'abord. Chaque petit acte d'indépendance était accueilli par une escalade de tactiques, larmes, accusations, culpabilisation, et bien sûr, le maintien de l'embargo sur l'intimité. Mais quelque chose de bizarre se passait. Chaque jour, son influence s'affaiblissait. En retirant l'affection physique de la table, elle avait accidentellement brisé le lien qu'elle avait sur moi. La frustration initiale avait laissé place à la clarté. J'ai réalisé à quel point tout ce que je faisais n'était que pour la garder assez heureuse pour qu'elle accepte d'être intime avec moi, pour me valider. Sans ce système de récompense,
je pouvais enfin voir le prix énorme que je payais. 2 semaines après le début de ma rébellion silencieuse, elle a changé de tactique. Je suis rentré de la salle un soir pour la trouver portant une tenue légère, des bougies allumées partout. Mode séduction totale. J'ai réfléchi, a-t-elle dit, sa voix toute mielleuse. Peut-être que j'ai surréagi sur certaines choses. Nous n'avons pas besoin de rester dans cette impasse. J'ai reconnu la manœuvre immédiatement, la carotte après l'échec du bâton. Elle m'offrait une reddition temporaire pour me remettre sous contrôle. Une fois que je serais de nouveau sous son charme, toutes les conditions reviendraient progressivement. J'apprécie le geste, ai-je dit prudemment, mais je pense que nous devons aborder les problèmes de fond avant de replonger dans l'aspect physique. Son sourire séducteur a vacillé. Quel problème? J'essaie de passer à autre chose. C'est justement ça, ai-je répondu. Passer à autre chose nécessite d'abord de reconnaître ce qui s'est passé. Nous n'avons pas discuté du fait que tu es jugé approprié d'utiliser notre vie intime comme un mécanisme de contrôle. Pendant une seconde, le masque est tombé, un éclair de calcul froid dans ses yeux avant qu'elle ne se reprenne. Quoi? Tu réfléchis trop. J'étais contrarié. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Est-ce qu'on ne peut pas simplement oublier? En fait, je ne pense pas que tu aies dit quoi que ce soit que tu ne pensais pas, ai-je contré. Je pense que tu as exprimé exactement ta vision de notre relation, et c'est ce dont nous devons discuter. Elle s'est brusquement levée, abandonnant toute sa comédie de réconciliation. Alors maintenant tu es un expert en relations, tu analyses mes paroles comme un thérapeute? Non, ai-je dit calmement. Juste quelqu'un qui fait enfin attention. Cette nuit-là, alors qu'elle claquait les portes et faisait tout un cinéma pour montrer qu'elle était furieuse, j'ai senti quelque chose de nouveau s'installer en moi. Pas de la colère, pas du ressentiment, juste de l'indifférence. Son approbation, sa désapprobation, ses affections tactiques, tout cela perdait son emprise sur moi. Je me suis endormi avec une réalisation qui m'aurait terrifié quelques semaines plus tôt, j'étais prêt à perdre ce mariage si le sauver signifiait me perdre moi-même. 3 mois après le début de mon « ère de transformation », comme mon pote l'appelait en plaisantant, j'étais une personne différente, physiquement et mentalement. J'avais perdu encore plus de poids, j'avais une définition musculaire visible et j'avais complètement renouvelé ma garde-robe. Au travail, j'avais décroché un client majeur qui m'avait mis sur le radar de la direction. Mais les plus grands changements étaient invisibles, la confiance, la clarté mentale, le refus d'être manipulé. C'est là que mon plan d'évasion a vraiment commencé à prendre forme. J'avais postulé secrètement pour des jobs à Nice, assez loin pour marquer une rupture nette, mais toujours dans une zone où le secteur du design était dynamique. J'avais toujours voulu travailler pour l'une des grandes agences de tech là-bas, et mon portfolio mis à jour attirait sérieusement l'attention. L'email est tombé un mercredi matin ordinaire. Le bureau d'une grande entreprise technologique à Nice voulait que je dirige leur équipe de design UX. Poste permanent avec aide à la relocalisation. Le salaire était presque le double de ce que je gagnais alors, mais plus important encore, la distance. 800 km de séparation, une raison légitime de repartir à zéro. J'ai transféré l'email sur mon compte personnel avant qu'elle ne puisse le repérer sur notre ordinateur familial partagé. Ce soir-là, j'ai lâché l'info nonchalamment dans la conversation, observant sa réaction comme un faucon. Une boîte à Nice m'a contacté. Ça pourrait être une opportunité d'évolution, ai-je dit. Elle a souri comme si c'était notre victoire commune. Une promotion serait géniale pour nous. Ouais, nous. Même quand c'était clairement ma carrière. Ça signifierait plus de responsabilité, peut-être un changement d'environnement, ai-je ajouté. Son sourire s'est fané. Tant que ça ne perturbe pas notre vie de famille. Tu as tendance à t'isoler quand tu es surchargé de travail, n'est-ce pas? Ce qu'elle appelle s'isoler, je l'appelle fixer des limites. Je suis resté vague exprès. Puis, ce week-end-là, j'ai lâché la vraie bombe dans un lieu public, un timing calculé. À propos de ce job. C'est à Nice. Sa fourchette a frappé l'assiette. Nice? Sur la Côte d'Azur? Exactement. Tu veux sérieusement déménager à l'autre bout du pays? C'est un poste permanent avec relocalisation. Une grande étape. Et moi alors? Notre vie ici? Est-ce que ça t'a traversé l'esprit? Pas une seule fois elle n'a demandé ce que cela représentait pour moi.
juste sa routine, sa zone de confort. Je me suis dit qu'on pourrait voir ça comme une aventure, ai-je dit. Tu dis toujours que tu veux voir plus de pays. Pour les vacances, pas pour déraciner toute ma vie. Tu trouverais du travail là-bas, Nice regorge de jobs en marketing. Ses yeux se sont rétrécis. Tu as tout prévu sans moi. Je te le dis tout de suite, l'échéance est dans une semaine. Il n'y a pas de décision à prendre. On n'y va pas. Fin de l'histoire. L'ancien Hugo aurait cédé. Au lieu de cela, j'ai soutenu son regard et dit, c'est peut-être la fin pour toi, mais je n'ai pas encore décidé. Et quand je le ferai, ce sera basé sur mon avenir. Elle s'est figée. Ce n'était plus une question de job, c'était une attaque directe contre son contrôle. Si tu prends ce job, je ne te suivrai pas, a-t-elle prévenu. Très bien, ai-je dit calmement. C'est ton choix. Le jeu venait de basculer. Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, j'étais dans mon bureau à calculer mes finances, à chercher des appartements à Nice, à faire des listes de ce que j'emporterais et de ce que je laisserais derrière moi. Plus la possibilité devenait réelle, plus je me sentais léger, comme si la gravité elle-même avait moins d'emprise sur moi. Le lendemain matin, le directeur des ressources humaines de la boîte de tech m'a appelé. Ils avaient besoin d'une réponse sous 48 heures. Je vous tiens au courant demain, ai-je promis, me sentant étrangement serein. Après avoir raccroché, j'ai trouvé ma femme qui m'attendait sur le pas de la porte, bras croisés, expression illisible. C'était qui, a-t-elle exigé de savoir. Les RH pour le job à Nice. Ils ont avancé la date limite de décision. Elle a serré les bras encore plus fort. Et qu'est-ce que tu vas leur dire? J'ai regardé cette femme que j'avais passé des années à essayer de contenter et j'ai senti quelque chose se briser définitivement en moi. Je vais leur dire oui, ai-je dit. Les mots ne sont pas sortis comme un défi, mais comme un simple fait. J'accepte le poste. Sa réaction ne fut pas immédiate. Au lieu de cela, elle m'a fixé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, un mélange d'incrédulité, de rage et de quelque chose d'autre. La peur. Le contrôle qu'elle pensait incassable lui glissait entre les doigts. Tu bluffes, a-t-elle fini par dire, sa voix étrangement calme. Tu ne jetterais pas notre mariage à la poubelle pour un job. Je ne jette rien du tout, ai-je répondu. J'accepte une opportunité de carrière. Que cela mette fin à notre mariage ne dépend que de toi. Elle a ri. Alors maintenant, c'est moi la déraisonnable parce que je ne veux pas déraciner toute ma vie parce que tu as eu une soudaine envie de voir la mer à Nice. Non, déraisonnable de supposer que je déclinerai automatiquement une opportunité qui change la vie sans discussion, ai-je clarifié. De penser que ton confort l'emporte automatiquement sur mes ambitions, de croire que tu as un droit de veto sur mes décisions de carrière. C'est ça le mariage, s'est-elle exclamée, la voix montant dans les aigus. Le compromis, la considération, faire passer la relation en premier. Le compromis va dans les deux sens, ai-je répliqué. Et quand as-tu fait un compromis pour la dernière fois sur quelque chose d'important? Quand as-tu fait passer mes besoins avant tes préférences? Elle a reculé comme si je l'avais giflé. J'ai tout sacrifié pour cette relation. Cite-moi une seule chose, ai-je défié. Un seul sacrifice significatif que tu as fait et qui ne visait pas ultimement à maintenir ton statu quo préféré. Son silence en disait plus long que n'importe quelle réponse. Elle a fait les 100 pas dans le salon, recalibrant son approche. Calmons-nous, a-t-elle dit finalement, son ton devenant conciliant. Nous disons tous les deux des choses que nous ne pensons pas. Prenons un peu de recul et discutons rationnellement demain. C'était son manuel habituel, retarder, apaiser, puis rediriger une fois que les émotions se sont calmées. Mais j'en avais fini avec ces jeux. Il n'y a plus rien à discuter, ai-je dit fermement. J'ai pris ma décision. Je déménage à Nice le mois prochain. Tu es la bienvenue pour me rejoindre ou non. C'est ta décision à toi. Si tu fais ça, a-t-elle dit, sa voix descendant à un murmure dangereux, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Tu comprends ça, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Je comprends parfaitement. Et tu choisis quand même ce job plutôt que moi, plutôt que tout ce que nous avons construit? Cette formulation, selon laquelle je choisissais un job, plutôt qu'elle, cristallisait exactement ce qui clochait dans toute notre relation. Dans son esprit, tout choix qui ne la priorisait pas était une trahison.
Je me choisis moi-même, ai-je clarifié, probablement pour la première fois depuis notre rencontre. Mon Dieu, le regard qu'elle m'a lancé. Si les regards pouvaient tuer, je serais déjà enterré. Quelque chose a craqué en elle. Elle a perdu les pédales et a commencé à hurler, « Espèce de sale égoïste », a-t-elle crié. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Je suis resté immobile, refusant d'entrer dans le chaos qu'elle créait. C'était aussi familier, fabriquer une crise pour détourner l'attention du problème de fond, pour se poser en victime. J'ai géré ta vie, a-t-elle continué, les larmes coulant maintenant. J'ai fait de toi quelque chose de mieux que ce que tu étais. Sans moi, tu serais encore ce raté sans colonne vertébrale et sans direction que j'ai trouvé. En ces quelques phrases, elle a révélé plus de vérité qu'en des années de manipulation soigneusement élaborée. Elle n'avait pas voulu d'un partenaire, elle avait voulu d'un projet, d'une possession, de quelque chose pour valider sa propre importance. Merci pour ton honnêteté, ai-je dit doucement. Ça clarifie beaucoup de choses. Ma réaction calme n'a fait qu'alimenter sa fureur. Elle s'est précipitée vers la salle à manger et a littéralement renversé notre table, en voyant les assiettes et les verres s'écraser sur le sol. Voilà, a-t-elle hurlé. C'est ce que tu voulais. La table renversée, tout détruit. J'ai regardé les meubles retournés, la porcelaine brisée, la manifestation physique de son contrôle qui s'effondrait, et j'ai ressenti un étrange sentiment de paix. Parfois, les choses ont besoin de se briser avant de pouvoir être reconstruites correctement, ai-je dit. Je suis passé devant elle pour aller dans notre chambre et j'ai commencé à faire une valise. Elle m'a suivi, alternant entre menaces et supplications, promesses et accusations. J'ai continué méthodiquement, triant mes affaires, séparant ce dont j'aurais besoin immédiatement de ce qui pouvait attendre. Où tu vas, a-t-elle exigé alors que je fermais la fermeture éclair de la valise. Chez mon pote pour ce soir, ai-je répondu. Je prendrai des dispositions pour le reste de mes affaires plus tard. Si tu passes cette porte, je change les serrures, a-t-elle menacé, bloquant mon chemin. Ça rendra la résiliation du bail plus facile à justifier, ai-je noté de manière pragmatique. Mais c'est ton choix. Alors que je me dirigeais vers la porte, sa dernière tactique désespérée a émergé. Elle s'est effondrée à genoux, sanglotant, s'agrippant à mes vêtements. S'il te plaît, a-t-elle supplié, la voix brisée. Je ferai n'importe quoi. On peut s'en sortir. J'irai en thérapie. Je serai meilleur. Pendant un moment, j'ai hésité, les vieux schémas de responsabilité me tiraillant. Puis j'ai doucement retiré ses mains de mes vêtements. J'espère vraiment que tu te feras aider, ai-je dit sincèrement. Mais pas pour moi, pour toi-même. J'ai franchi la porte avec rien d'autre qu'une valise et ce sentiment bizarre de liberté que je n'avais pas ressenti depuis des années. Les semaines suivantes furent un tourbillon de conversations juridiques et de logistique. Je suis resté chez mon pote le temps d'organiser le déménagement à Nice. Elle alternait entre la rage, m'envoyant des SMS longs comme des romans sur le fait que j'étais une personne terrible, et le marchandage, promettant que tout serait différent si je revenais. J'ai engagé une avocate qui m'a aidé à naviguer dans le processus de séparation. Nous n'avions pas d'enfants, Dieu merci, mais démêler nos finances était tout de même compliqué. Elle s'est battue sur chaque petit détail, de qui gardait la cafetière à la répartition des comptes d'épargne. Ce qui m'a le plus surpris, c'est de voir combien de personnes dans notre cercle social avaient apparemment vu cette dynamique depuis le début. Des amis à qui je n'avais pas parlé depuis des mois m'ont envoyé des messages de soutien du genre « Enfin, mec, on attendait que tu ouvres les yeux ». Mes parents, qui avaient toujours été étrangement réservés avec elle, ont avoué qu'ils étaient inquiets depuis des années mais ne voulaient pas s'immiscer. « Tu avais l'air heureux », m'a dit ma mère, mais tu avais aussi l'air plus petit, moins toi-même. Le jour où j'ai officiellement accepté l'offre d'emploi à Nice a été le jour où j'ai demandé le divorce. Ce n'était pas par méchanceté, c'était juste le moment de rendre tout cela officiel. Quand je lui ai annoncé par le biais de mon avocate, elle a envoyé un seul SMS, « Tu le regretteras quand tu seras seul et que tu réaliseras ce que tu as gâché ». J'ai regardé ce message pendant un long moment avant de répondre, « Je préfère être seul et entier qu'ensemble et vide ». Elle n'a pas répondu. Le divorce a été finalisé plus vite que prévu. Une fois qu'elle a réalisé que je ne pourrais pas être manipulé pour revenir, elle a pris la plupart des meubles. J'ai pris ma liberté. C'était un échange équitable. J'ai gardé mon habitude de la salle de sport. J'ai même commencé à m'entraîner pour un semi-marathon,
quelque chose que je n'aurais jamais fait dans mon ancienne vie. J'ai perdu 18 kilos au total et j'ai enfin des abdos visibles. Qui aurait cru qu'il se cachait là-dessous? Environ 3 mois après avoir emménagé à Nice, j'ai rencontré quelqu'un. Je ne cherchais pas du tout une relation. Mon collègue a littéralement dû me traîner à ce cours de peinture associative parce qu'il ne voulait pas y aller seul. Mec, c'est juste de la peinture, il n'y a aucun risque, a-t-il insisté. J'ai accepté à contre-cœur juste pour qu'il se taise. Et voilà que j'étais là, en train de massacrer ce qui était censé être un paysage, quand cette femme magnifique à côté de moi commence à rire de son propre travail tout aussi tragique. Je crois que le mien ressemble à ce qu'un enfant de 3 ans bourré aurait peint, a-t-elle dit en tournant sa toile vers moi. Eh bien, le mien ressemble à ce que l'ami imaginaire de ce même enfant aurait fait, ai-je répondu en lui montrant mon désastre. Elle s'appelle Clara, elle est institutrice et possède une vraie personnalité propre, pas une façade construite pour impressionner les autres. Pas de vêtements de créateur ni de manœuvre de pouvoir, juste cette chaleur authentique et un sens de l'humour ravageur. Nous étions les pires peintres de la classe, mais nous avons fini par aller dîner ensemble après et nous avons discuté jusqu'à la fermeture du restaurant. La plus grande différence, quand je lui dis que je vois mes potes ou que je veux essayer un nouveau loisir, elle se réjouit pour moi au lieu de me faire culpabiliser. Quand elle est occupée avec ses cours, je lui laisse de l'espace au lieu d'exiger de l'attention. Nous respectons l'indépendance de l'autre tout en choisissant d'être ensemble. Concept révolutionnaire, n'est-ce pas? J'hésitais à me lancer dans quoi que ce soit après mon désastre marital, mais elle n'a jamais poussé. Nous sommes juste 2 personnes qui apprennent à se connaître, m'a-t-elle dit. Pas de pression, pas d'attente. Le plus étrange a été de réaliser que c'est à cela que ressemblent des relations normales et saines. Hier soir, j'ai retrouvé des amis pour dîner. Des gens qui connaissaient des morceaux de mon histoire, mais ne m'ont jamais défini par rapport à elle. Clara était là aussi, s'intégrant parfaitement comme si elle les connaissait depuis toujours. Alors que nous planifions une randonnée à venir, elle a tendu la main sur la table et a doucement posé sa main sur la mienne, en la serrant légèrement. Pas de manière possessive ou exigeante, juste un simple contact du genre « je suis là ». C'était un geste si petit, mais à des années-lumière de mon ex qui m'attrapait le bras pour me diriger dans les situations sociales comme un animal dressé. Elle a dû remarquer mon bref moment d'absence car elle s'est penchée légèrement et a demandé « ça va ?» Doucement, sans accusation dans la voix, juste une inquiétude sincère. « Mieux que bien », ai-je répondu honnêtement. Je réalise juste quelque chose. Ce qui m'a frappé était simple mais profond, l'intimité, la vraie intimité, n'est pas une monnaie d'échange. Ce n'est pas quelque chose qui doit être gagné par l'obéissance ou retiré comme une punition. La véritable intimité vient du respect mutuel, de la liberté d'être complètement soi-même et d'être tout de même valorisé. Mon ex avait déclaré l'intimité exclue de la table tant que je ne lui obéissais pas. En réponse, je n'avais pas seulement renversé cette table, j'en avais construit une entièrement nouvelle, solide et équilibrée, avec de la place pour les gens qui comprennent la différence entre l'amour et le contrôle. En levant mon verre pour porter un toast aux futures aventures, j'ai silencieusement remercié mon ex pour cet ultimatum qui m'a finalement libéré. Parfois, les pires choses qui vous arrivent vous mènent exactement là où vous devez être. Mise à jour, et tout le monde, pour répondre aux questions les plus courantes, premièrement, oui, ma petite amie et moi sommes toujours ensemble 8 mois plus tard et tout va pour le mieux. Deuxièmement, mon ex m'envoie encore occasionnellement des messages manipulateurs, mais je l'ai bloqué sur la plupart des plateformes. Et troisièmement, oui, le vent marin à Nice est bien réel, mais honnêtement, je préfère ça à une relation toxique n'importe quel jour de la semaine.